Bonsoir à tous et à chacun, tout est grâce. Et c'en est une pour moi ce soir d'être compté parmi les vivants, le dernier jour de cette année 2021. Et un titre, à cette édition du 31 décembre 2021, nous irons à la base de la télévision El Arabia, qui a connu l'irruption des forces de sécurité soudanaises. Hier, les médias sont ainsi visés par la junte militaire au Soudan. Triste fin pour Michel Fowa, élève en 4e année maçonnerie qui a trouvé la mort en cherchant la vie dans un chantier au PK17, c'est dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui constituera l'ossature de ce journal. Retrouvons-nous très vite pour le développement. Bonsoir. Le gouvernement camerounais, une fois encore, remet d'actualité les accusations contre l'ONG Médecins sans frontières de complicité avec les groupes de séparatistes anglophones. Reportage. C'est une rumeur qui court depuis des mois au Cameroun. Le gouvernement vient une nouvelle fois de la remettre d'actualité en accusant l'ONG Médecins sans frontières de complicité avec les groupes séparatistes anglophones. Selon les autorités, une ambulance de l'organisation aurait pris en charge un leader séparatiste blessé sans les avertir, alors que c'est le protocole en vigueur dans la région du Sud-Ouest. Le ministère de la Défense va même plus loin et affirme dans un communiqué que l'homme en question possédait une fausse fiche d'évacuation montée en complicité avec MSF. Une preuve supplémentaire selon le gouvernement des liens étroits qu'MSF entretiendrait avec les séparatistes. Médecins sans frontières affirme de son côté avoir informé les autorités militaires, mais depuis plusieurs mois, ses relations avec le gouvernement camerounais sont tendues. Depuis fin 2020, le Cameroun a suspendu les activités de l'organisation dans la région du Nord-Ouest en proie à un conflit entre l'armée et les forces séparatistes. Après plusieurs mois de négociations avec les autorités, l'ONG a finalement décidé de retirer ses équipes de la région. La CEDEAO a réitéré mi-décembre son exigence d'élection le 27 février prochain devant rendre le pouvoir aux civils et menace de sanctions la junte militaire si le calendrier n'est pas respecté. Reportage. Une transition de 6 mois à 5 ans, c'est la recommandation rendue à l'issue des assises nationales de la refondation qui se sont clôturées ce jeudi au Mali. Les militaires au pouvoir s'étaient engagés à remettre le pouvoir aux civils après des élections présidentielles et législatives initialement programmées en février 2022. Mais le CNT, présidé par le colonel Assimi Goïta, avait finalement fait savoir à la CEDEAO être dans l'incapacité de respecter ce calendrier, chargeant les assises nationales d'élaborer le fameux calendrier électoral. Le gouvernement mettra en place un chronogramme visant à assurer un retour constitutionnel apaisé et sécurisé, a déclaré Assimi Goïta lors de la cérémonie de clôture des consultations qui ont démarré le 11 décembre dans différents cercles et communes du pays. Une délégation malienne arrive ce vendredi à Accra pour remettre au président en exercice de la CEDEAO, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, un document sur le délai de la transition ainsi que le chronogramme pour l'organisation des élections. Le nord-ouest de la RCA, en proie à la guerre civile, connaît une nouvelle escalade d'insécurité. Sous terre, des mines sont disposées ça et là. Africa News pour ce reportage. En Centrafrique, la guerre civile prend un nouveau tournant. Sous la terre, des mines antipersonnelles dispersées dans tout le nord-ouest du pays. Les opérations de déminage de la MINUSCA ont dû être suspendues, trop chères et surtout trop risquées. On a compté depuis août 2021 13 incidents relatifs aux mines. Sur ces 13 incidents, on a 5 détonations. Et sur les 5 détonations, il y en a 4 qui ont causé donc directement des victimes. Il y a eu 8 morts, dont 2 femmes et un enfant de 5 ans et 2 blessés. Parmi les victimes, il y a aussi des humanitaires. En septembre dernier, le convoi d'une ONG a explosé sur une mine. D'un coup, j'ai entendu un bruit anormal et c'était vraiment frappant. Et c'est comme ça que moi, je vais me réveiller. J'ai juste retiré la ceinture parce qu'il fallait que je me libère. J'ai regardé à côté, je trouve la dame à côté de moi, remplie de sang en train de pleurer. Et c'est comme ça que je vais faire sortir la tête pour quitter le véhicule. Pour acheminer l'aide humanitaire, il ne reste que la voie aérienne. Pourtant, selon l'ONU, en 2022, 63% de la population aura besoin d'assistance humanitaire.
Un entrepôt du PAM, Programme alimentaire mondial, a été attaqué par des groupes armés, pillant environ 2000 tonnes de produits alimentaires. Reportage. Le Programme alimentaire mondial, victime de la violence récurrente au Darfour, dans l'ouest du Soudan, un entrepôt de l'agence onusienne a été attaqué dans la nuit de mardi à mercredi par un groupe armé, pillant environ 2000 tonnes de produits alimentaires. Ce pillage s'est déroulé à El Fasher, la capitale du Darfour Nord. Pour le PAM, l'assistance humanitaire ne devrait jamais être attaquée. L'organe onusien appelle les autorités soudanaises à redoubler d'efforts pour protéger le travail humanitaire, lesquels responsables ont condamné un acte barbare et promettent de présenter ses auteurs et complices à la justice. Le Darfour est en proie à la violence depuis 2003. Le conflit dans cette partie du Soudan a fait 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés, selon l'ONU. Un syndicat indique qu'au moins 4 personnes ont trouvé la mort et 80 blessés par tir de l'armée lors des manifestations à Khartoum. Une fois de plus, dans la fumée des gaz lacrymogènes, ils étaient des milliers jeudi à manifester dans les rues de Khartoum contre le coup d'état militaire du général Al-Bourhan. Mobilisés aussi contre l'accord du 21 novembre dernier, celui signé entre l'armée et le Premier ministre Abdallah Hamdok, qui aurait dû rétablir le cadre légal de la période de transition politique, un gouvernement civil et la libération des détenus. Mais les espoirs des manifestants sont encore déçus. Nous manifestons pour la chute du pouvoir militaire et contre l'accord politique du 21 novembre, qui était censé arrêter le bain de sang. Mais malheureusement, il y a encore des morts et des violences. Cela signifie que cet accord n'est pas le bon. Ma première demande est de mettre fin à la présence des militaires au pouvoir. Je ne soutiens pas cet accord du Premier ministre Hamdok parce que depuis le début, signer un accord constitutionnel avec les militaires était une erreur. Car les Soudanais font face à la violence de l'armée depuis sa prise du pouvoir par la force, le 25 octobre dernier. Dans les rues, lors de la mobilisation du 19 octobre, marquant les 3 ans de la chute du régime d'Omar el-Béchir, les manifestants ont bravé grenades lacrymogènes, coupures des communications, arrestations à répétition. Chez eux, les partisans d'un retour à un gouvernement civil sont victimes de rafles nocturnes et les femmes, plus particulièrement, subissent des viols perpétrés par les forces de sécurité soudanaises, d'après l'ONU. Il y a une semaine, elles étaient plus d'1 millier à se mobiliser dans la capitale pour dénoncer ces agressions sexuelles qui seraient utilisées par les militaires comme armes de guerre contre la population. À cause de la crise sanitaire, le gouvernement a pris de nouvelles mesures restrictives. Fêter en mars et 31 décembre sera interdit. Et ce n'est pas la bonne affaire des habitants, selon ce reportage. Les festivités de fin d'année approchent et au Cap-Vert, ceux qui avaient prévu de faire la fête pour le réveillon du 31 décembre vont devoir revoir leur programme. À cause de la crise sanitaire, le gouvernement a pris de nouvelles mesures restrictives. Ainsi, fêter le nouvel an dans les rues sera interdit et la plupart des habitants sont résignés par ces nouvelles mesures. C'est le cas de César Frederico qui gère un restaurant dans la capitale. La plus grosse perte serait que nous organisions une fête de fin d'année et contribuions à aggraver la crise sanitaire. Pour nous, ce n'est pas une perte, on y voit même un gain. Aider la santé publique est plus important que le profit financier. Même si, comme lui, certains prennent la situation avec philosophie, ce n'est pas le cas de tous les Cap-Verdiens. Certains sont tout simplement exaspérés par ces mesures restrictives. Il faut apprendre à faire avec le coronavirus. La fermeture des commerces n'est pas une solution. Nous ne savons pas quand le coronavirus prendra fin. Pour moi, il vaut mieux mourir du virus que de mourir de faim. Il y a beaucoup de gens qui ont faim ici. Depuis le début de la pandémie, le Cap-Vert a enregistré près de 40 000 cas de contamination et 352 décès liés au coronavirus sur une population de 550 000 habitants. Toujours en rapport au Covid-19, depuis 2019, le monde entier vibre au rythme de la nouvelle pandémie à Covid-19. À quoi ont donc abouti les mesures barrières et autres restrictions? Suivons à présent ce reportage.
Confinez-vous, mettez le masque même en forêt, vaccinez-vous, montrez votre QR code même pour un café. Les dirigeants européens n'ont reculé devant aucune attaque contre les libertés au prétexte de la lutte contre le Covid-19. 2 ans plus tard, le virus est toujours là et les premières conclusions, elles, sont accablantes. Car même si une partie des informations auxquelles la population devrait avoir accès sont classées secret défense en France, des évidences sautent aux yeux. La brutalité des mesures prises par l'exécutif a uniquement permis de faire reculer les libertés et non la maladie. La mise en place du pass sanitaire début août en France, dont même le nom est usurpé puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'un pass vaccinal, montre son inefficacité chaque jour sur le plan sanitaire. D'abord, il ne garantit en aucun cas le fait que son détenteur ne soit pas contaminé et la fin de la gratuité des tests de dépistage a montré que le gouvernement voulait davantage vacciner la population qu'enrayer les contaminations. Autre effet négatif, les personnes vaccinées possédant un pass sanitaire pensent trop facilement, à tort, ne plus être susceptibles de contracter le virus. Un raccourci que le pouvoir induit en n'invalidant pas les passes sanitaires des vaccinés quand ceux-ci découvrent leur positivité. Les contaminations de vaccinés montent alors en flèche, et si cela peut s'expliquer en partie par la proportion de plus en plus importante de personnes vaccinées, il n'en reste pas moins que ce résultat montre le mensonge sur lequel a reposé le début de la campagne vaccinale. En effet, les produits appelés vaccins n'empêchent pas les contaminations, un comble, et c'est pourtant le contraire de ce que les politiques avaient initialement vendu en s'appuyant sur les rapports des firmes pharmaceutiques elles-mêmes. Si certains continuent de soutenir que la transmission est réduite par la piqûre, il est désormais acquis que les malades du Covid-19, vaccinés ou non, ont une charge virale équivalente. Tout le laïus sur la vaccination repose donc désormais sur le postulat que la piqûre empêche les formes graves, autrement dit, les hospitalisations. Problème, les vaccinés sont désormais majoritaires à l'hôpital. Et si là encore la large proportion de la population ayant reçu les doses requises explique leur afflux, force est de constater que la promesse n'est toujours pas au rendez-vous. Les personnes vaccinées hospitalisées en réanimation pour Covid-19 ne sont plus des cas isolés. Face à ce qui ressemble ni plus ni moins à une usurpation, le pouvoir politique est acculé. Prendre acte de la réalité, à savoir que le vaccin n'empêche pas les contaminations et ne peut donc en aucun cas permettre d'enrayer l'épidémie, et surtout que les piqûres ne permettent pas d'éviter les passages en réanimation, même s'il est possible qu'elles les réduisent, provoquerait littéralement un séisme dans la population. Mesdames, Messieurs, ce journal tire à sa fin, mais avant prenez cette note triste où un élève trouve la mort alors qu'il exerçait comme maçon dans un chantier domicilié au PK17, c'est dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Plus de précision, c'est avec Virginie Kuimongepi. Fin de parcours académique pour ces 2 adolescents en classe de 4e année génie civil au lycée technique du Nilon d'Orpassi. Venus ce matin dans le chantier de leur enseignant au quartier Méon City PK17, dans le cadre des cours pratiques, ils étaient au nombre de 8. Michel Fowa a trouvé la mort sur le site, suite à l'écroulement d'un mur de soutènement. L'autre a succombé pendant le transport pour l'hôpital. Allé au chantier à PK21. On a seulement appelé la dame que l'enfant est mort. Je n'ai pas su de quoi. Je suis arrivé ici, j'ai trouvé que l'enfant... J'ai vu un mur là qu'on avait essayé de creuser le bas. Un mur qui existait depuis qu'on a creusé le bas et ça s'est découlé. Et ça s'est découlé, sûrement ça a frappé la tête, ça a frappé l'enfant. Elle n'était pas en train de se réaliser dans les règles de l'art parce que c'est une fondation qu'on creusait très en profondeur au-dessus d'un mur de soutènement déjà. Et c'est ainsi que le mur de barrière en même temps de soutènement s'est écroulé sur les enfants. À présent, 2 autres sont encore sous soins intensifs. Les parents des défunts sont inconsolables. Ils ne reverront pas leur fils sur le chemin de l'école le 3 janvier prochain. Le procureur de la République a ordonné l'ouverture d'une enquête. En attendant, le propriétaire du chantier et enseignant médite son sort dans les geôles de la brigade de PK17. Voilà, mesdames, messieurs, la plus belle femme au monde. Nous pouvons en donner que ce qu'elle a, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous pour l'avoir suivi et pour avoir été avec nous tout au long de cette année 2021. Donnons-nous rendez-vous en 2022 pour une nouvelle année d'information sur Hope Africa Télévision. D'ici à là, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne année 2022. Au revoir.